Nous avons brisé la glace. Vous avez fait ce premier pas, cette micro-action de 10 minutes. La fusée a décollé de quelques centimètres. C'est une victoire. Savourez-la. Mais maintenant, il faut se dire la vérité. Lancer un projet, c'est comme tomber amoureux. Au début, c'est l'euphorie. La dopamine coule à flot. Tout semble possible. Le monde est beau. Votre idée est géniale. C'est la phase de la lune de miel. Mais comme dans toute relation, la lune de miel ne dure pas. Après quelques semaines ou quelques mois, la réalité frappe à la porte. Le code ne marche pas, le client ne signe pas, la banque dit non, vous êtes fatigué. Vos amis sortent pendant que vous travaillez. Les résultats ne sont pas là. C'est ce que l'auteur Seth Godin appelle le creux, the dip. C'est ce moment long, pénible et solitaire qui sépare l'enthousiasme du début de la réussite de la fin. C'est dans ce creux que meurent 90% des projets. Non pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce que l'entrepreneur a manqué de souffle. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce souffle. Nous allons parler de la détermination. Mais attention, nous n'allons pas en parler comme d'une force brute et aveugle. Nous allons voir que la vraie détermination est une intelligence. C'est une endurance flexible. Il y a une différence fondamentale, vitale, entre être déterminé et être entêté. L'entêté est une mouche qui tape contre une vitre. Elle tape, elle tape, elle tape. Elle met toute son énergie. Elle finit par mourir d'épuisement sur le rebord de la fenêtre, alors que la porte était juste à côté. Le déterminé est une abeille. Elle cherche la sortie. Si ça bloque ici, elle essaie là. Elle change d'angle. Elle change d'altitude. Elle ne lâche pas l'objectif, sortir. Mais elle est prête à changer 1000 fois de méthode pour y arriver. Pour illustrer cette différence, je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui est devenu le symbole mondial de la persévérance. Un homme qui a traversé le creux pendant non pas quelques semaines, mais pendant 15 ans. C'est l'histoire de James Dyson. 1. L'homme aux 5000 échecs. Aujourd'hui, quand on pense à Dyson, on voit des aspirateurs futuristes, des sèche-cheveux hors de prix que tout le monde s'arrache, une fortune estimée à plusieurs milliards. On se dit, quel génie, tout lui réussit. Mais rebobinons le film. Revenons à la fin des années 1970. James Dyson est un ingénieur anglais d'une trentaine d'années. Il a une famille, des enfants et une maison à la campagne. Et il a un problème domestique agaçant. Son aspirateur. C'est un aspirateur classique, avec un sac. Dyson remarque que dès que le sac commence à se remplir de poussière, les pores du sac se bouchent et l'aspirateur n'aspire plus rien. Il perd sa succion, c'est inefficace, c'est frustrant. Un jour, en visitant une scierie locale, il voit un immense cône métallique sur le toit. On lui explique que c'est un cyclone industriel. Il utilise la force centrifuge pour séparer la sciure de bois de l'air sans aucun filtre qui se bouche. Dyson a une illumination, un eureka. Si je pouvais miniaturiser ce cyclone industriel pour le mettre dans un aspirateur de maison. Fini les sacs, fini la perte d'aspiration. L'idée est là, la vision est claire. Dyson rentre chez lui, il démonte son aspirateur, aux grandes dames de sa femme, il bricole un cyclone en carton avec du scotch. Il le fixe dessus, et ça marche. Il ramasse la poussière. À cet instant précis, James Dyson pense probablement ce que nous pensons tous. Génial, j'ai l'idée. D'ici 1 an, je suis riche. Il ne savait pas qu'il venait de signer pour 15 ans de galère. Parce qu'entre un cyclone en carton qui marche un peu et un produit industriel fiable, vendable et performant, il y a un monde. Dyson s'enferme dans son atelier. Il construit un prototype, le numéro 1. Il ne marche pas bien. Il analyse. Il modifie un angle. Il change le plastique. Prototype numéro 2. Mieux. Mais il fait un bruit d'enfer. Prototype numéro 100. Il n'aspire pas les poils de chien. Prototype numéro 1000. Il surchauffe. Les mois passent, puis les années. Dyson n'a plus d'argent. Il s'endette. Il hypothèque sa maison. Sa femme Deirdre donne des cours d'art et élève des poulets pour payer les factures et acheter à manger. Imaginez la pression sociale. Ses amis, ses voisins le regardent avec pitié. Pauvre James, il est devenu fou avec ses aspirateurs. Il devrait reprendre un vrai travail. Imaginez les doutes la nuit, à 3 heures du matin. Est-ce que je suis en train de ruiner ma famille pour une chimère? Il arrive au prototype numéro 2000. Toujours pas bon. 3000. 4000. À ce stade, n'importe qui de raisonnable aurait arrêté. Pourquoi a-t-il continué? Était-il entêté? Non. Il était déterminé. La nuance est cruciale. S'il avait été entêté, il aurait essayé de vendre le prototype numéro 50 en disant « c'est le meilleur, croyez-moi ». Il aurait nié la réalité. Mais Dyson acceptait la réalité. Il acceptait que le prototype 2043 était un échec. Mais il l'utilisait comme une information. Chaque prototype raté lui apprenait quelque chose sur l'aérodynamisme, sur les matériaux, sur la poussière. Il ne disait pas « j'ai échoué ».
Il disait comme Edison avant lui, « Je viens de découvrir une 2044e façon de ne pas faire un aspirateur. Je me rapproche de la solution. » Finalement, après 15 ans de travail acharné et de quasi-faillite, il fabrique le prototype numéro 5127. Et celui-là, il est parfait. C'est le DC01, le premier aspirateur sans sac à double cyclone. La suite appartient à l'histoire. Il devient l'aspirateur le plus vendu au Royaume-Uni en 18 mois. Dyson conquiert le monde. 2. Le secret, rigidité sur la vision, flexibilité sur les détails. Qu'est-ce que l'histoire de Dyson nous enseigne sur la nature de la détermination? Elle nous enseigne une formule magique. Soyez têtu sur la vision, mais flexible sur les détails. Une phrase souvent attribuée à Jeff Bezos, mais incarnée par Dyson. C'est là que se joue la différence avec l'entêtement stupide. L'entêté est rigide sur tout. Il a une idée, je vais vendre des chaussettes rouges sur les marchés. Ça ne marche pas. Il insiste, il crie plus fort, il baisse le prix. Il accuse les clients d'avoir mauvais goût, il garde ses chaussettes rouges et son stand au marché jusqu'à la faillite. Il est amoureux de sa solution. Le déterminé, ou le persévérant, est rigide sur le problème, mais flexible sur la solution. Dyson était rigide sur la vision. Je veux créer un aspirateur qui ne perd pas d'aspiration. C'était non négociable, c'était son or magnétique. Mais il a été incroyablement flexible sur le comment. Il a changé la forme, la taille, le moteur, les matériaux, 5126 fois. Il a tout remis en question, sauf le but final. Si vous lancez votre projet et que ça ne marche pas, ne soyez pas la mouche contre la vitre. Ne forcez pas. Reculez, analysez. Est-ce que le problème est votre vision? Probablement pas, si elle répond à un vrai besoin. Ou est-ce que le problème est votre exécution? C'est presque toujours ça. Peut-être que le canal de vente n'est pas le bon. Peut-être que le prix n'est pas le bon. Peut-être que le message n'est pas clair. Changez le détail. Gardez la vision. Réessayez. 3. La résilience est un muscle. La deuxième leçon de Dyson, c'est que l'endurance se construit. Personne n'est né avec la capacité d'encaisser 5000 échecs. Dyson n'a pas décidé le premier jour qu'il en allait faire 5000. S'il avait su, il n'aurait peut-être jamais commencé. Il a juste décidé de faire le prototype numéro 2, puis le numéro 3. Chaque petit échec surmonté a renforcé son muscle de la résilience. Chaque fois qu'il a résolu un problème technique, il a gagné un peu de confiance en sa capacité à résoudre le suivant. L'entrepreneuriat est un marathon. Si vous essayez de courir un marathon sans entraînement, vous allez vous blesser ou abandonner au 10e kilomètre. Vous devez entraîner votre capacité à souffrir un peu, à douter un peu et à continuer quand même. Comment? En arrêtant de voir les obstacles comme des signes du destin qui vous disent d'arrêter. Ah, j'ai un problème de banque, c'est un signe, je ne devrais pas le faire. Non, ce n'est pas un signe, c'est juste un problème de banque. C'est la colline au kilomètre 30, ça fait mal aux jambes, mais ça fait partie de la course. Vous devez changer votre dialogue intérieur. Au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est injuste », dites « Ok, voici un nouveau problème. C'est le tarif pour entrer dans le club. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Le fait que ce soit difficile est ce qui élimine mes concurrents. Si je passe cet obstacle, je suis devant. » La difficulté n'est pas une barrière, c'est un filtre. Dyson a gagné parce qu'il était le seul à être assez fou pour traverser le filtre des 5000 prototypes. Les géants de l'électroménager, Electrolux ou Vert, avaient les ingénieurs et l'argent. Mais ils n'avaient pas la détermination de traverser la douleur. Ils ont préféré continuer à vendre des sacs parce que c'était plus facile, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Conclusion. Vous n'avez pas besoin de réussir du premier coup. Je veux que vous gardiez cette image en tête. James Dyson, dans son atelier, couvert de poussière, en regardant son 3000e prototype échouer. Il ne savait pas qu'il allait réussir, il n'avait aucune garantie. Mais il a continué. Il a ajusté. Il a recommencé. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour réussir. Vous avez juste besoin d'être celui qui refuse de rentrer chez lui tant qu'il n'a pas trouvé la solution. Vous avez besoin d'être l'abeille, pas la mouche. Votre premier essai sera probablement nul. Votre premier produit sera imparfait. Votre premier lancement sera un flop. C'est normal. C'est le prototype numéro 1. La question n'est pas « est-ce que ça a marché ?» La question est « qu'est-ce que j'ai appris pour le numéro 2 ?» Tant que vous avez des ressources, et le bootstrapping sert à ça, durez longtemps, et tant que vous avez la foi en votre vision, vous n'avez pas échoué. Vous êtes juste en train d'apprendre. Maintenant, vous savez que le courage est une décision et que la détermination est une méthode. Mais comment on fait au quotidien? Comment on muscle ses qualités concrètement, sans attendre les grandes crises? Il existe des exercices pour ça, des moyens de renforcer votre système immunitaire contre la peur du rejet et de l'échec. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, le programme d'entraînement du courage.